On va accueillir maintenant Alain Beuret, qui est architecte EPFL, diplômé en 2003, membre de la FSU, la Fédération Suisse des Urbanistes, et surtout un expert conseil en aménagement pour Espace Suisse, pour tout ce qui concerne la Suisse romande, Espace Suisse au niveau central, il fait du conseil aux communes. Il va nous parler de la zone d'intérêt général, donc d'aspects un peu juridiques, et je crois de pas mal d'exemples intéressants de comment on peut intégrer toutes ces questions d'équipement public, peut-être pas uniquement sportif, mais et comment on peut les mutualiser. Merci Alain de ta présentation d'avance. Merci Laurent, j'espère que les exemples sont intéressants, ça je ne sais pas encore, vous me le direz. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas coordonné avec l'Office fédéral des sports, mais je vous ai aussi commencé la présentation avec une image de terrain Gürtelen à Bienne. Ceci pour vous dire aussi que Espace Suisse, donc on est ici dans une manifestation organisée par la section romande, mais au niveau suisse, on organise des séminaires qualité. Il y en aura un l'année prochaine aussi. Puis là, c'était l'année passée, on était à Bienne et on a fait une balade et on est passé par le terrain Gürtelen. Dans le cadre de nos manifestations, on va aussi visiter des choses. Et puis là, c'est un exemple qui est intéressant d'affectation transitoire. Pour la petite histoire, sur notre site densipedia.ch, il y a des bons exemples. Il y a aussi une rubrique consacrée aux affectations transitoires. Donc ça peut aussi être intéressant pour trouver des exemples d'utilisation intermédiaire, typiquement là, d'un terrain de foot qui sert aussi maintenant un petit peu à d'autres choses. Donc ça, c'était la première partie, Espace Suisse. Je ne vais pas revenir plus là-dessus. On va parler de considérations juridiques, c'est aussi important. Sur la zone d'utilité publique, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en zone d'utilité publique. Après, on va parler de la gare et du parking. Je vous expliquerai pourquoi, parce que là, il y a pas mal de traditions de mutualiser les choses, puis on a un peu tendance à l'oublier. Puis on va venir avec des exemples concrets et je terminerai avec une conclusion. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sur les aspects juridiques, alors là, je voudrais remercier au passage mes collègues Sonia Blind et Christa Pergo qui ont préparé ces 2 slides sur le droit, parce que moi-même, je ne suis pas un spécialiste du droit. Ce qui est intéressant, c'est vraiment que c'est la législation cantonale, en fait. Ce n'est pas une zone au sens de l'article 15 de la LAT, pour les spécialistes, mais au sens de l'article 18, la zone d'utilité publique, où elle porte un nom différent suivant les cantons ou d'intérêt général. Et les cantons ont finalement une grande marge de manœuvre de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que ces infrastructures soient nécessaires à la collectivité. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu par le droit cantonal et régulièrement débattu par la jurisprudence. Donc, s'il n'est pas nécessaire à la collectivité, ça va être très compliqué de le placer en zone d'utilité publique. Et après, voilà, c'est un peu une zone privilégiée, la zone d'utilité publique, parce que souvent, il y a très peu de prescriptions. Donc, au niveau de l'indice d'utilisation, au niveau des distances, au niveau de plein de choses, c'est souvent très vague. Mais par contre, pour pouvoir justifier un peu ces privilèges, il faut que la collectivité ait un objectif, un but d'utiliser cette zone très précis. Donc elle ne peut pas se contenter de dire c'est pour un truc, on verra plus tard. On met en réserve, on verra plus tard qu'est-ce qu'on va faire dessus. Non, pour que ça puisse être une zone d'utilité publique, ça doit vraiment être défini. Et voilà, vous avez la liste un peu des infrastructures qui peuvent être dessus. Le logement, c'est en principe pas admis. Je dis en principe parce qu'il y a quand même eu des arrêts récents de jurisprudence. Enfin, depuis quelques années, il y avait un article à ce sujet sur la zone d'utilité publique pour du logement dans Inforum 1 2015, donc ça fait déjà bientôt 10 ans, où là, il peut y avoir des exceptions, notamment si la commune est propriétaire et reste propriétaire, et que les logements poursuivent un but un peu particulier, par exemple des logements pour les personnes âgées, ou pour combler un besoin particulier, et correspond vraiment à une tâche publique. Dans ce cas-là, il peut parfois y avoir des exceptions. Mais la règle, c'est que c'est pour des infrastructures et des aménagements réservés au public. Et il y a aussi le critère que ça doit être en principe accessible à tous, typiquement pour des écoles, installations sportives, des EMS, des jardins familiaux, des places de parking, etc., etc. Il n'y a pas de liste exhaustive. On trouve nulle part des listes exhaustives. Le canton du Valais a, par exemple, dans son article de loi, une liste, mais elle n'est pas exhaustive. Il parle de présomption d'intérêt public
pour des ouvrages destinés à l'administration, au service public de l'État et des communes, et pour ceux qui... Ah non, pardon, c'est pas la bonne ligne, ça c'était un arrêt de jurisprudence. La disposition, je l'ai pas, je pensais que je l'avais, je l'ai lu avant, mais c'est pas grave. Enfin, en principe, il y a toujours des listes, mais jamais exhaustives, c'est pour vous dire ça. Et puis ce qui est important aussi de dire, c'est que les cantons et communes ont une grande marge de manœuvre, on l'a dit, et puis ces besoins publics ils doivent être avérés parce que ils ne peuvent pas être hypothétiques, ou je l'ai dit avant, mais être une réserve pour le futur. Alors, ça peut être en réserve pour le futur si on sait exactement quand même de quoi on aura besoin. On doit définir le but précis de l'utilisation parce que, in fine, dans la plupart des cantons, on peut exproprier avec la zone d'utilité publique. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors, ça ne se pratique pas souvent parce qu'en général, le fait de pouvoir exproprier suffit comme levier pour discuter avec le propriétaire et faire pression et obtenir un arrangement qui fait qu'à la fin, on n'est pas obligé d'exproprier, mais dans la plupart des cas, on peut exproprier. Donc, c'est vraiment un instrument fort, donc on ne peut pas planifier une zone d'utilité publique, entre guillemets, à la légère ou à la louche. Il faut vraiment que le besoin soit établi avec quelques certitudes, dit le tribunal fédéral, notamment dans un arrêt concernant Bellinzona. Et puis, il faut que ce besoin il soit prévisible à long terme, même si ça dépasse les 15 ans de planification, de la date, ce n'est pas exclu, mais il faut que ce soit une prévision avec une échéance et puis une fin déterminée. Ça ne peut pas être au hasard. Voilà, ça c'était pour les considérations un peu juridiques. Donc, on doit vraiment, au niveau communal ou cantonal, délimiter ces zones avec circonspection. On doit être assez précis et pouvoir expliquer et justifier le besoin. Là, je vous ai pris un exemple de la gare. On va parler de la gare et du parking rapidement. Ici, vous avez la gare de Sète en haut, un dimanche après-midi, puis vous avez la gare de Dlémont en bas, un dimanche après-midi. Alors, on est habitué en Suisse à avoir des Coop Pronto, même des Ikea à la gare de Coire, ou des magasins partout, vers tout le temps, dans les gares, les aéroports, les stations-service. Il faut savoir que ce n'est pas forcément le cas ailleurs. En général, vous allez à l'étranger, les gares, c'est fait pour prendre le train. Vous allez à la gare de Sète, 50 000 habitants, le dimanche après-midi, il n'y a rien. Moi, j'ai fait l'expérience avec mes enfants, il faisait chaud, on avait soif. Le seul endroit où vous pouvez acheter une bouteille d'eau à la gare de Sète, c'est au distributeur automatique. Il faut avoir des pièces, et puis sinon, vous crevez de soif. Voilà, ça c'est un exemple. En Suisse, vous ne réfléchissez pas si vous devez acheter une bouteille d'eau avant d'aller prendre le train. Vous savez que de toute façon, à la gare, de n'importe quel endroit, vous allez trouver à boire et à manger. Il y a un kiosque à la gare de Sète. C'était aussi comme ça à la gare de Dlémont avant 2001. Il y avait un kiosque. Et puis le kiosque, il est fermé le dimanche. Voilà. En Suisse, c'est inimaginable. Pourquoi ? Parce que c'est une opportunité aussi au niveau juridique. On utilise le fait qu'en fait, la gare, elle est sur le domaine fédéral. Et donc, les règles qui s'appliquent sont différentes. Et on peut ouvrir les magasins 7 jours sur 7. Et puis de 6h à 22h ou de 5h à 23h, c'est possible d'ouvrir. Et en général, on en profite. Donc ça, c'est un exemple de mutualisation. Normalement, l'installation est destinée à prendre un train, comme c'est dans l'image en haut. Mais en fait, on en fait pratiquement dans toutes les petites villes de Suisse, presque un centre commercial. Donc ça, c'est un exemple de mutualisation. On utilise une affectation pour une autre. Un autre exemple ici, c'est le parking de la Sarah. La Sarah a eu le courage de sortir toutes les places de parking de la Grand Rue et faire une installation collective de stationnement. Et le toit est utilisé pour une visite et un séminaire sur l'ISOS d'Espace Suisse avec l'Office fédéral de la culture. Donc voilà, mais l'idée qu'il y a donc mutualisation des surfaces, on peut aussi utiliser pour faire du skate, au-dessus on peut utiliser d'autres usages sur la surface. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'utiliser les places de parking ici à la Sarah. Ce qui est intéressant, c'est que pour les visiteurs de la Sarah, les gens qui vont dans les commerces de la Sarah, mais la nuit, ça peut aussi être utilisé pour les habitants de la Sarah. Donc on utilise ces places de parking pour plusieurs fins. Et un autre exemple, je vais vous en parler tout à l'heure, peut aussi être utilisé pour les spectateurs de compétitions de sport et en même temps pour les employés d'entreprise pendant la journée. Je vais venir là-dessus. Petite parenthèse, je profite pour faire une page de pub pour notre séminaire Mobilité et développement vers l'intérieur qui a lieu le 7 décembre aussi à Lausanne. Il reste 4 places et le délai d'inscription c'est aujourd'hui. Et si jamais vous êtes intéressé, il y a des flyers sur la table là-bas, profitez-en. Parce qu'on a aussi un projet pilote avec la plateforme habitatmobilitedurable.ch pour réduire le stationnement en lien avec l'habitat. Et ce projet pilote,
on montre qu'il y a aussi pas mal de mutualisation possible pour diminuer le besoin en place de stationnement. Ça, c'est des petites parenthèses. Pourquoi on a cette tradition en fait dans les gares et parkings? Alors j'ai parlé, il y a l'histoire juridique, mais aussi l'histoire qu'il y a plus de clients potentiels, parce que les gens, c'est un point, on arrive, on repart, donc on passe forcément dans une gare ou dans un parking si on vient d'une certaine distance. Donc on a plus de clients potentiels qu'ailleurs. Donc c'est intéressant d'intensifier l'usage du mètre carré d'un point de vue économique, parce qu'il y a plus de rendement possible. Donc il y a tout intérêt à développer des mutualisations dans ces endroits-là. Et puis l'usage initial, il prend de la place aussi, donc on fait avec ce qui reste, l'espace limité. Si vous avez un exemple à La Sarraz, de nouveau, où vous avez la vélostation qui est aménagée dans une ancienne halle marchandises, la place est comptée. Et puis vous avez un autre exemple, c'est à Lausanne, des gens qui font un atelier de pâtes dans le parking de la Riponne. Donc voilà, on exploite les marges de manœuvre, même dans des endroits où a priori on ne s'attendrait pas à trouver des solutions, on en trouve parce qu'il y a un intérêt économique, puis il y a aussi la possibilité de le faire au niveau juridique. Là, c'est un contre-exemple. Je commence maintenant mes autres exemples plus généraux sur la mutualisation des équipements publics avec un peu le contre-exemple. On peut faire, on planifie un nouvel équipement public, on le met quelque part, et puis après, il faut gérer aussi le stationnement, et chaque espace est destiné à une chose. Donc là, il y a l'exemple de pas de mutualisation, donc ça va générer du trafic individuel motorisé. Le parking est dimensionné pour des jours de grande affluence, et puis en fait, il est quand même toujours sous-dimensionné, et il faut trouver des exemples de mutualisation à l'envers, c'est-à-dire qu'on va chercher des places de parking pour les employés dans les centres commerciaux voisins. Alors, comment est-ce qu'on pourrait mutualiser ? Alors, moi, quand j'ai commencé ma carrière d'urbaniste, c'était le 1er février 2008. Avant, j'étais architecte. J'ai vu de la lumière au canton du Jura. J'étais engagé au SDT jurassien. Et puis, le premier jour, on m'a refilé un dossier de centre commercial à 70 millions, avec un immense parking qui ne tenait pas la route, où il fallait passer par un tunnel sous une rivière, une route cantonale pour y aller, avec un truc gigantesque. Puis j'ai commencé par regarder les bases légales. Je trouvais un truc intéressant, c'est l'article 16 de l'OCAT jurassienne. Alors, il a été un peu remanié en 2019, mais grosso modo, sa teneur elle est toujours un peu la même. Dans cet article, c'est intéressant parce qu'on dit que quand on doit dimensionner un parking pour des grands ouvrages ou des grandes manifestations publiques, on n'utilise pas l'affluence maximum, mais l'utilisation moyenne. Et ça, c'était déjà intéressant, c'est en 2008, donc c'est de l'histoire ancienne. Ça donne cet exemple que vous trouvez sur densipedia.ch aussi à Porrentruy, où finalement on a dimensionné à la fin le parking beaucoup moins qu'au départ. Au départ, il y avait 300 places selon la norme, il en faudrait 250, puis à la fin construite, il y en a 150. C'est pas en zone d'utilité publique, c'est dans une zone centre, mais ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire un parking à cet endroit-là, c'est quand même intéressant pour la vieille ville qui se trouve derrière. Si vous regardez à l'arrière-plan, derrière le centre commercial, il y a l'église, puis vous voyez ce grand bâtiment jaune qui dépasse. J'ai eu l'occasion d'aller le visiter hier, je vous en parlerai dans la conclusion. C'est un bâtiment public, d'utilité publique, qui est abandonné aujourd'hui. Ce qui est intéressant, j'y reviendrai dans la conclusion, parce que je n'ai pas pu adapter la présentation entre deux, qu'on a dû la livrer une semaine avant, et puis que cette inspiration m'est venue hier lors d'une visite. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce parking, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc on a diminué le stationnement, mais surtout négocié avec le propriétaire privé du centre commercial pour que le parking soit accessible aux habitants de la vieille ville derrière, et qui ne servent pas qu'aux clients de la Migros, mais qui servent aussi les personnes qui vont dans la vieille ville, parce que la ville a un projet cœur de ville qui est en train de se mettre en place, de zones de rencontre, de diminuer le nombre de places de parking, et plutôt que d'avoir des places de parking dans la rue, les utiliser dans un parking privé. Donc ça, c'est un exemple aussi de mutualisation avec quelques règles aussi pour appliquer l'article de l'OCAT que je vous ai montré avant. Un autre exemple de mutualisation d'équipements publics, là c'est la patinoire de Porrentruy avec un bâtiment en éternite des années 70 où les plaques d'éternite, chaque fois qu'il y avait une grande tempête, ce qui arrive de plus en plus souvent, les plaques s'envolent et finissent dans la rivière plus loin. Donc là, il y a eu aussi la promotion de l'équipe de hockey qui fait qu'il fallait mettre aux normes les installations, mettre aux normes la patinoire, avoir éventuellement un deuxième champ de glace pour pouvoir participer à des compétitions au niveau national. Et puis la première idée, c'est de dire, bon, on rase tout. On fait quelque chose de nouveau, on construit un nouvel équipement public à partir de zéro, avec un parking, etc. Puis à la fin, non, on a réussi à désosser cette éternite, remplacer la structure porteuse en bois, parce qu'elle était quand même aussi un peu usée, et puis qu'il y avait des besoins d'agrandir l'espace pour les spectateurs, mais ça reste au même endroit.
Donc on recycle, c'est pour parler de recyclage de l'espace et tout ça. Et puis on colle un deuxième champ de glace, on le case entre deux. Et puis le parking, ma foi, il a fondu comme peau de chagrin. Pour la petite histoire, il était déjà mutualisé depuis les années 70. Puis c'est un parking qui sert à la fois pour la piscine en plein air en été et pour la patinoire en hiver. Vous comprenez bien que là, c'est possible de mutualiser. Parce qu'en général, on fait rarement les deux en même temps. Ensuite, ce qui est intéressant, donc pas de place de stationnement. Il reste quelques-unes dans le coin, en bas à gauche. Mais pour répondre aux besoins, là, il y a une solution qui a été trouvée avec le club de hockey, de dire, le club de hockey finance une partie du réseau de transport public, contribue à l'offre de transport public, et en échange, les spectateurs du match, ils ont le billet de transport est inclus dans le billet de match. Et puis du coup, pour inciter les gens à utiliser au maximum les transports publics et pas la voiture. Pour ceux qui veulent quand même aller en voiture, un autre exemple de mutualisation, c'est que sur les parcelles privées voisines, alors il y a la rivière et la ligne de train qui fait barrière, donc il faut quand même faire un petit détour pour y arriver, mais il y a des places de parking, des employés, des entreprises qui ne fonctionnent pas la nuit, la zone d'activité qui se trouve de l'autre côté, ces parkings ils sont vides le soir, on peut les utiliser pour le match. Ça c'était, je vous ai parlé avant de mon début de carrière au SDT, juste après l'histoire du centre commercial, j'ai dû approuver un plan d'aménagement local d'une commune qui aujourd'hui a fusionné, qui voulait 2 terrains de foot supplémentaires. C'est la surface qui est en violet en haut à droite. Et puis, tout le processus avait déjà été fait, l'examen préalable, etc. C'est un dossier qui durait depuis 10 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas approuver ces 2 terrains de foot. Après, j'ai regardé en détail l'examen préalable, c'était dit qu'on pouvait effectivement pas, pour des questions de mutualisation. C'était pas dit comme ça, mais c'était vraiment l'impact sur les zones agricoles, sur les SDA. Donc là, je vous ai mis ça, pourquoi? Parce que c'était l'argumentaire, on a parlé avant de club de sport, mais là, l'argumentaire du club de foot repris par la commune, je trouvais assez drôle, parce qu'il disait plusieurs centaines de personnes utilisent chaque jour de la semaine les 2 seuls terrains praticables. Sachant que la commune a 3500 habitants, un club et demi de foot en fonction, je ne vois pas comment il y a plusieurs centaines de personnes qui s'entraînent tous les jours sur ces terrains de foot. En réalité, ce qui se passe, c'est que souvent, ces terrains de foot sont utilisés au même moment, c'est-à-dire dans la région, il y a plusieurs clubs de foot, et souvent ils ont l'habitude de s'entraîner le jeudi soir à 20h. Je caricature un peu, mais c'est quand même un peu ça, et ce qui fait qu'en fait on crée des terrains de foot en plus, mais finalement on pourrait aussi mieux utiliser les horaires. Alors à l'époque, ça avait été formulé comme ça. Moi, je ne suis pas juriste, donc j'avais écrit comme je pouvais, avec ma faible expérience du domaine, qu'il fallait faire une analyse au niveau régional et puis chercher des possibilités d'aménagement des horaires. Pourquoi? Dans l'idée de mutualiser, même si le mot n'est pas là, mais c'était l'idée, et ça a été refusé. La commune a essayé de faire recours, elle n'a pas pu. Et aujourd'hui, ces terrains sont toujours en zone agricole. Ça, c'est aussi vraiment la question du besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 terrains de foot supplémentaires ou c'est juste par confort? Parce que finalement, tout le monde a un peu les mêmes habitudes. Et puis, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, par exemple, s'entraîner sur le terrain de la commune d'à côté certains soirs, qui n'est pas utilisé? Ça, c'est des choses que souvent ne sont pas prises en considération. J'avance rapidement parce que le temps file. Acherhof à Schwyz, oui. 5 minutes. Alors, ça, c'est un exemple d'EMS qui existait déjà, c'est le numéro 1. C'est une zone d'utilité publique. Et là, vous voyez tout ce qui a été ajouté à l'EMS de base par la fondation. C'est des terrains en zone d'utilité publique. C'est une fondation privée, mais qui poursuit des buts publics. La seule chose qui n'est pas en zone d'utilité publique, c'est le numéro 6, c'est les appartements pour les familles qui, eux, sont en zone centre, à côté. Mais tout ça forme un ensemble avec un parc public et c'est en zone d'utilité publique. Un autre exemple, c'est Bretin à Courtelary, c'est un quartier d'habitation, un petit peu à l'extérieur du village, qui n'est pas très grand, près de l'usine de chocolat Camille Bloch, donc ça sent bon le chocolat tout le temps quand il y a le vent d'ouest qui souffle. Et puis là, l'église catholique, qui était une église provisoire, a été démontée, démolie, et à la place, on a construit 12 appartements adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Pourquoi? Parce que la paroisse et la commune ont discuté ensemble, se sont dit, on a une zone d'utilité publique, on n'a plus besoin de l'église, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Cette église, elle tient plus très bien debout, voilà, parce que c'est un élément provisoire, il faut la démonter, désacraliser et trouver une nouvelle affectation. Et dans la discussion entre commune et paroisse, l'idée, on pourrait faire des appartements pour les personnes à mobilité réduite. On modifie en assemblée de communes un tout petit peu les dispositions du règlement, parce que c'était dit activité paroissiale, maintenant c'est dit activité paroissiale et logement social. Et puis c'est passé en assemblée comme une lettre à la poste, et ça a permis de construire des nouveaux logements avec, ce qui est intéressant, une salle paroissiale et une salle de loisirs
qui sont utilisables par les habitants et qu'on peut réunir pour faire une chapelle quand on a besoin. Donc ça, c'est aussi un exemple de mutualisation d'un équipement. Un exemple à l'envers, pour terminer, c'est les Radice à Massagno. Ce sera bientôt sur Densipédia et dans Inforum, dans le prochain numéro qui paraîtra en décembre. Là, c'est un équipement public, un parc public qui a été construit sur une parcelle privée en zone d'habitation. C'est vraiment une parcelle en zone d'habitation et une négociation avec la commune pour construire plus haut, pour construire un peu plus dense, mais à condition que la moitié reste libre et que cette moitié libre soit vraiment un parc public utilisable par tout le monde et entretenu au niveau de la biodiversité, etc. Ça marche pas toujours bien pour la convention, pour l'entretien. Il faut prévoir des conventions dans ces cas-là, parce que la gérance aime bien les trucs propres en ordre, et l'idée, c'était plutôt d'avoir un truc biodiversité. Et je termine avec Terrain Gürtelen de nouveau. Tester de nouveaux usages. Donc là, juste pour dire que dans la loi cantonale qui est actuellement en cours d'examen au Parlement jurassien, il y a l'idée d'ajouter aussi une prescription qui permet de manière générale de déroger un peu à tout quand on veut tester des choses, des installations provisoires ou transitoires. Pourquoi ? Parce que parfois, ça vaut la peine de tester de nouveaux usages avant de créer de nouveaux équipements ou de nouvelles affectations. Et que là, c'est aussi souvent quelque chose qui manque, cette possibilité de pouvoir déroger pour tester des nouvelles solutions. Je termine. Pourquoi c'est bien la mutualisation ? Bon, ça permet de faire d'une pierre deux coups. On l'a dit dans l'exemple aussi de l'Office fédéral du sport, on voit que c'est souvent dans les régions économiquement faibles qu'on cherche un peu naturellement à mutualiser les choses, comme à Bienne, avec cette histoire de salle de sport aménagée dans une ancienne usine. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ça que je voulais vous montrer sur la dia avant. Vous avez ce grand bâtiment à Porrentruy qui est derrière le centre commercial. Ce bâtiment, c'était un couvent. Il a été ensuite transformé en école privée. Il est gigantesque. Et pour la salle de gym, c'est une petite salle, pas aux normes, mais elle est aménagée dans l'ancienne chapelle. Dans les années 80, ils ont dit, bon, l'ancienne chapelle, on fait une croix dessus, on fait un faux plafond pour que les ballons abîment pas trop les peintures qui sont en haut, on préserve ça, puis on fait une salle de sport dedans, qui n'est pas du tout aux normes, les trucs, les proportions, ça joue pas. Voilà, et puis la chapelle, on la transfère dans la salle de conférence, sous le toit. Voilà, donc ça aussi pour dire qu'on cherche naturellement un peu des solutions pragmatiques quand les moyens manquent. On va parler des gares et parkings, où souvent on a expérimenté déjà beaucoup de choses, mais on a tendance un peu à l'oublier, parce que c'est tellement rentré dans les mœurs aujourd'hui qu'on n'y pense plus. Mais quand on voit un Ikea en gare de Coire, où on peut commander des trucs sur le quai de la gare, ben voilà, on voit des faux trucs qu'on a l'impression qu'Ikea s'utilise beaucoup de surface, etc. C'est vrai, des problèmes de mobilité, etc. Mais on voit qu'il y a des solutions hybrides qui sont possibles. Des fois, on ne les voit plus parce qu'elles sont sous notre nez. La question des normes, effectivement, est-ce qu'on a toujours besoin de faire une sport dans une salle de sport aux normes, ou est-ce que des fois on peut bricoler et trouver des solutions qui fonctionnent? Et puis la question du cadre légal qu'il faut parfois adapter, et les conventions, parce que si c'est sur des questions publiques, privées, l'entretien des espaces verts, etc., souvent ça nécessite de régler ça par convention, parce qu'après coup, c'est compliqué. Voilà. J'ai fini. Merci.